Enakoto. Ici, Ihoirima Enakoto. Bienvenue dans les îles Gambier ou Ma'ariva en Polynésie française. Ici, c'est comme sur les images d'office de tourisme. Il fait tous les jours beau. On habite sur un moto qui abrite environ une vingtaine de personnes. Le cadre est idéal pour une retraite spirituelle, car il n'y a pas d'internet, peu de réseaux mobiles, il n'y a parfois pas d'électricité. La raison pour laquelle je suis venu ici, c'est ça. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ce sont des perles, bien vu les génies. Mais savez-vous d'où est-ce qu'elles viennent ? Comment est-ce qu'elles sont produites ? J'ai passé 3 mois dans des îles éloignées à travailler dans la ferme Gambier Pearls. Je vous y emmène pour découvrir avec moi un peu mieux le monde des perles du Pacifique. Tout commence ici. Enfin, plutôt ici. La pêche de l'huître perlière est interdite dans son milieu naturel, car cela réduit les populations de l'animal. On utilise donc ces collecteurs artificiels sur lesquels les larves vont venir se fixer. Les bébés huîtres ou naissants vont grandir pendant plusieurs mois sur ces supports. C'est comme ça que l'on obtient la matière première dans ce métier. Une fois que les huîtres sont assez grandes, elles sont lavées puis envoyées à la ferme pour les placer dans différents supports en fonction de leur taille. Cela permet de les protéger des prédateurs et de favoriser leur croissance. Comme les hommes, ou les poissons perroquets ou le baliste, les tortues raffolent des huîtres. On utilise différentes techniques pour stocker les huîtres dans l'eau. Il y a les kangaroos bleus, les CTN, les kangaroos noirs, les grillages ou les chapelets. On appelle les kangaroos comme ça parce qu'ils peuvent recevoir les huîtres dans leurs petites poches. Aujourd'hui, Eric Junior se rend avec les employés chez un autre perliculteur. C'est une pratique commune d'acheter des huîtres à tout stade de croissance chez d'autres producteurs. Le personnel de Claude plonge en apnée pour récupérer les kangaroos noirs, lourds de plusieurs kilos. Ils sont embarqués sur les bateaux de Gambier Pearls. Junior amènera plus de 12 000 nacres. Ces huîtres sont assez grosses pour pouvoir être greffées et commencer à produire des perles. Le futur successeur de la ferme et son petit frère Ari, qui est de passage, se chargent de retirer les petits coquillages et organismes qui ont échappé au lavage pression. Leur père, Eric Sichois, dirigeant de l'entreprise, insère les nacres dans ses propres kangaroos noirs avant de les remettre dans l'eau en attendant la greffe. Cela prend entre 1 an et demi et 2 ans pour qu'une huître soit suffisamment grande pour être greffée. La veille de la greffe, les nacres sont lavées. Ce n'est que le lendemain matin que les huîtres sont envoyées à la ferme pour le calage. Cela consiste à créer un espace suffisant pour que le greffeur puisse manipuler la nacre sans la tuer. Le greffeur sélectionne des huîtres dont la couleur de la coquille interne est particulièrement profonde. Il ouvre de l'huître sélectionnée pour y extraire une partie du manteau. C'est la partie noire en bordure qui sécrète le squelette externe de l'animal. C'est ce qui produit la nacre. La découpe du greffon est une partie délicate car quelques fractions de millimètres peuvent grandement influencer la couleur de la perle produite.
Lorsque tout est prêt, le greffeur peut ouvrir délicatement une autre huître de façon à ne pas blesser l'animal. Il réalise une petite incision sur la poche perlière. C'est dedans qu'on insère un nucléus en nacre, une petite bille ronde taillée dans la coquille d'une moule que l'on trouve dans le Mississippi. Enfin, il insère le greffon préparé au préalable. Les cellules du manteau vont se multiplier et tapisser la poche perlière. Ces cellules vont recouvrir le nucléus de nacre. C'est ce processus qui crée ce que l'on appelle une perle. Une fois l'opération terminée, les nacres greffées sont fixées sur un grillage avant d'être remises dans l'eau pendant un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, Giona et Marion sont chargés de laver les grillages. Tous les supports doivent être lavés régulièrement pour ne pas ralentir la croissance des huîtres. En effet, le support utilisé pour protéger les nacres amène d'autres coquillages et êtres vivants à venir trouver refuge sur ces structures. Ces dernières empêchent les huîtres de bien se nourrir. Cela alourdit la station de stockage qui risque de se retrouver au fond du lagon. La pression de l'eau ne doit pas être trop forte car cela pourrait abîmer les huîtres. Le lavage prend une grande partie du temps des employés, mais c'est un travail important qui apporte de la qualité aux perles. Harry m'a dit une fois, c'est comme s'occuper d'un enfant. Si tu t'en occupes bien, il se nourrit bien, il a plus de chances d'être en bonne santé et pouvoir payer ta retraite plus tard. Ça va? Oui, Maxime, ça va. Moi, c'est Théâtre Giona. Je travaille ici sur la ferme d'Éric Chichois. T'aimes bien le boulot? Ah oui, moi j'aime bien le boulot ici là. J'aime bien mes amis, tout. J'aime bien la vie. Ah oui, j'aime bien la vie. Bon, je t'explique mon rôle de travail là ici à Taruru, ici à Rikitea. Hein? Bon, voilà. Et on est des polyvalents. Je suis polyvalent avec Marion. Lui aussi, c'est un collègue aussi de travail. On travaille pour Éric Chichois, tu vois. Et notre travail, il y a toutes sortes de travail. Il y a le lavage, hein, pour nettoyer les nappes parce que ça va être trop tard. On retard notre lavage. Il y a le transfert à faire aussi. Il y a tout. Il y a les pocailles à faire, toi, les trucs maçons. On est des polyvalents, on peut dire on est des polyvalents. Ben, mon poisson préféré, j'aime tous les poissons. Mais dommage, ici à Rikitea, il y a certains poissons ici, c'est terre, on ne peut pas manger, sinon on va aller à Maman là. On va faire Evassan là. Sinon, merci le Seigneur le temps aujourd'hui et bon voyage. Un an et quelques mois après la greffe, l'huître a pu former une couche de nacre suffisamment épaisse autour du nucléus pour créer une perle. On peut rapporter les grillages à la ferme pour la récolte. Taimana, le greffeur originaire de Tahiti, vérifie d'abord qu'il y a bien une perle dans la poche de la nacre. Il est tout à fait possible que la nacre ait complètement expulsé le nucléus en dehors de la poche. C'est un rejet. Le greffeur incise à nouveau la poche perlière pour en extraire une perle. Si tout s'est bien passé, la perle est recouverte uniformément de nacre et elle a une forme ronde, ou presque. Il est possible d'insérer un nouveau nucléus dans la poche perlière. Le nucléus doit avoir à peu près la même taille que la perle. C'est le processus de la surgreffe.
Un bon greffeur doit pouvoir répéter ce processus plus de 400 fois par jour. J'ai entendu dire que ça prenait 3 à 4 mois pour avoir les bons gestes et réaliser ses quotas. Puis, 3 à 4 ans pour pouvoir être qualifié comme un bon greffeur. Il faut être propre, méthodique, avoir une bonne vue et beaucoup de doigté. Le fait de devoir attendre plus d'1 an pour voir le résultat de son travail rend l'apprentissage compliqué. Les techniques de greffe et de surgreffe sont originaires du Japon. On les faisait venir pour ce processus. La main-d'œuvre chinoise, moins chère, a peu à peu pris le dessus. Ici, des greffeurs locaux sont formés depuis des années. Selon moi, c'est positif que l'emploi local soit favorisé. Lorsque la crise du Covid-19 est arrivée, le personnel chinois a dû rentrer en Chine et beaucoup de fermes perlières étaient à l'arrêt complet. Certaines ont dû fermer, alors que Gambier Pearls a continué sa production, imperturbée. Les nacres surgreffées sont stockées par grillage ou par chapelet. Plus les huîtres sont horizontales, plus il y a de chances que le nucléus reste en place et donc que les perles soient rondes. Il est donc important d'avoir des nœuds aussi serrés que possible. Cela nécessite beaucoup de force et des doigts résistants pour faire des centaines de nœuds chaque jour. Jaco est l'un des plus anciens employés d'Eric. Cela fait plus de 30 ans qu'il est dans le milieu de la perle. Aujourd'hui, il transporte les grillages ou les chapelets de nacre greffés depuis la ferme jusqu'au plan d'eau pour les stocker. Peu importe les conditions météo, il accomplit son travail stoïquement et dans la bonne humeur. La plupart des fermes ont des plongeurs pour réaliser le stockage. Ici, c'est un peu différent. Des techniques de travail innovantes permettent de gagner en productivité. Il est aussi chargé de rapporter les nacres qui ont été greffées il y a plus d'1 an et les ramener à la ferme pour la récolte. Son travail nécessite qu'il soit l'un des premiers le matin vers 6h30, mais surtout le dernier en fin de journée. Oui, voilà. Je m'appelle Orishaku. C'est quoi ton travail? Le travail, c'est de stocker, sortir, faire du stockage, faire de tout, quoi. Ça fait combien tu peux expliquer vite fait comment tu es arrivé un peu dans le milieu de la perle? Comment je suis arrivé? Voilà. Au début, j'ai commencé la fin de Mortier, de la société de Robert Val, en 1992. Et maintenant, je suis architecte. Ça fait 13 ans maintenant que je suis architecte. Pour Eric Sichoa. Ça va, t'aimes bien? Ah oui, ça me plaît mon travail. Même si c'est dur. Hein. T'aimes bien la vie sur le moto? Ah oui, c'est calme, aucun bruit, travail, maison, après, travail encore le demain. C'est quoi ton poisson préféré? Poisson, la bière, Hinano. Poisson. Ah, poisson. Ah, pas boisson. Poisson, ok. Peu importe. Si une nacre est trop vieille, qu'elle a subi plusieurs greffes, les perles produites seront moins colorées. Elle est alors tuée. Une huître peut avoir jusqu'à 3 surgreffes. Si la nacre rejette complètement le nucléus, elle est aussi tuée. Si c'est une huître qui a fait un rejet, il y a des chances que le greffon soit resté dans la poche perlière et qu'il se soit transformé en nacre. C'est comme ça que l'on obtient ce qu'on appelle le keshi. On garde le muscle qui maintient en temps normal la coquille fermée. Ici on appelle ça le korori, et c'est un mets délicieux. Le reste de l'huître est donné au poisson. La coquille de l'huître est mise en sac, puis vendue au tailleur de nacre afin de réaliser de l'artisanat. Rien n'est perdu. Lorsque tout le monde a fini sa journée,
Eric Senior rentre avec la récolte du jour. Il lui reste alors à laver les perles avec du savon. Alors que le secteur est en crise, beaucoup de perliculteurs mettent la clé sous la porte. De mauvaises décisions législatives, la crise du Covid, l'impossibilité de faire appel à des greffeurs chinois qui est la norme dans beaucoup de fermes font qu'il est difficile pour beaucoup de garder la tête hors de l'eau. L'îlot sur lequel est localisée la ferme est détenu par son épouse. C'est cette dernière qui a pris l'initiative de créer ce qui est maintenant Gambier Pearls en 2009. Lorsqu'il est arrivé sur le moto, il n'y avait rien. Il campait dans une tente, se douchait avec l'eau de mer. Et maintenant, il a plus d'une dizaine d'employés logés sur le moto. Après avoir séché les perles, un premier tri est effectué pour retirer les rebuts. Les perles sont polies par le biais de ces machines. C'est une étape importante pour faire ressortir l'éclat et le lustre. De formation universitaire et avec plus de 30 ans d'expérience dans la production perlicole, Eric fait des statistiques sur les perles pour pouvoir améliorer les récoltes en étudiant divers protocoles. D'un esprit créatif, il se remet souvent en question, à la recherche de méthodes et de techniques de travail innovantes qui lui permettent de garder une avance sur ses concurrents. Il y a des perles d'eau douce, de couleur blanche, lavande ou pêche. Une seule huître peut produire des dizaines de perles. Considérées de qualité inférieure aux perles d'eau de mer, elles proviennent surtout de Chine. Les perles Akoya, produites principalement au Japon et en Chine, ont des couleurs qui restent proches du blanc. Les perles noires de Tahiti, qui viennent en réalité des Tuamotu et des Gambiers, ne sont pas forcément noires. Leur couleur est souvent grise ou verte, mais on trouve facilement d'autres couleurs. Il y a des perles marron chocolat, violet aubergine, bleues ou même blanches. Il n'est pas rare qu'elles aient aussi plusieurs couleurs à cause de l'iridescence. Quand on parle des perles des mers du Sud, on fait référence aux perles plutôt blanches d'Australie et plutôt jaune doré d'Indonésie et des Philippines. Il y a 4 grandes catégories de formes. Les plus recherchées sont les rondes, mais il y a aussi les cerclées, les formes de gouttes d'eau et les baroques. J'aime bien les perles qui ne sont pas forcément rondes parce que ça les rend un peu uniques. Le lustre est la manière dont un minéral reflète la lumière. Plus il a cet effet de miroir, plus la perle a de valeur. La perle a une couleur principale, mais elle a aussi souvent des reflets d'une autre couleur. Cela est dû à l'iridescence. La manière dont les cristaux de nacre sont positionnés font qu'ils attrapent la lumière et réfléchissent certaines couleurs. Ce phénomène est particulièrement présent pour les perles de Tahiti, où l'on peut voir un arc-en-ciel dans une perle. On retrouve ces phénomènes chez les oiseaux, le paon étant l'exemple le plus connu. La qualité des perles est notée par un système de lettres qui peut différer en fonction du pays. Les perles de qualité A ont des défauts sur moins d'un dixième de la surface. Plus on se rapproche de D, plus le pourcentage de surface affectée est important. La production annuelle de Gambier Pearls, qui dépasse les 100 000 perles par an, ne représente que 1% de la production tahitienne. Ça reste un chiffre impressionnant quand on sait que certaines fermes ne produisent que quelques milliers de perles par an. La perliculture est une source de revenus importante en Polynésie française. C'est une chance de faire rimer économie avec écologie, à condition que le métier se développe de manière durable. Le lagon de Mangareva fournit à lui seul le tiers de la production du pays. Il y a 23 atolls au Tuamotu qui fournissent le reste de la production. Le premier contact avec les Européens, en 1826, a provoqué une chute importante de la population en raison des migrations et des maladies. En 1888, les îles ne comptent plus que 463 habitants, contre une estimation de 5000 un siècle plus tôt. En 2017, 1535 habitants étaient recensés, dont 30% proviendraient d'autres archipels. La question sur l'impact de la culture, je préfère ne pas en parler ici. Voici une carte précise réalisée par mes soins. On est loin de tout. Mon pays est composé de 5 archipels et d'une centaine d'îles. Les Gambiers sont le plus petit archipel de la Polynésie. À 1600 km de Tahiti, cela prend plus de 4 heures d'avion pour s'y rendre. Bien que faisant partie du même pays, la langue et la culture sont distinctes.
L'archipel est composé de plusieurs îles hautes ainsi que de plusieurs motus ou îlots coralliens. Il y a très longtemps, l'ensemble n'était qu'une seule île, dont la taille devait avoisiner celle du récif corallien d'aujourd'hui. Les huîtres se nourrissent principalement de plancton. L'ouverture du lagon, qui assure le renouvellement de l'eau, offre les conditions idéales pour la production de perles, reconnues ici pour leur lustre et leur couleur. La ferme est située à l'est de l'archipel des Gambiers, sur un îlot de sable appelé Tararauroa. On peut faire le tour du motu en moins de 3 heures à pied ou une dizaine de minutes à dos de requin. Pour cet objectif, ma recommandation personnelle est d'éviter à tout prix les requins dormeurs. Ici, on récupère l'eau de pluie. Les panneaux solaires fournissent une partie de l'électricité et l'autre provient des groupes électrogènes. Les employés se rendent au village de Rikitea une fois par semaine pour faire leurs courses. Tout le monde se connaît ici. En juillet, août, septembre, la température est plus fraîche et il pleut beaucoup dans les Gambiers. Avec le mercure qui descend à 18 degrés Celsius, un vent constant de 60 km/h et un taux d'humidité de 147,8%, je vous assure qu'on se couvre bien la nuit. Les conditions de météo difficiles compliquent le travail sur le bateau. Le fait de vivre sur une île laisse penser que les gens consomment majoritairement du poisson. Cependant, la ciguatera rend difficile la consommation de nombre d'espèces de poissons de lagon. Vomissements, diarrhée, picotements dans la peau, démangeaisons. Quelqu'un m'a raconté qu'il avait perdu plus de 20 kilos en une semaine à cause de ça. Je sais pas si c'est vrai, mais je préfère le croire sur parole. Malgré tout, Eric passe beaucoup de temps sur et sous l'eau, en chasse, dès qu'il en a l'occasion. Aujourd'hui, c'est férié. Mais comme c'est jour de bateau, les employés se rendent tous au quai pour déposer les sacs de nacre qui ont été vendus. Les coquilles seront acheminées par bateau jusqu'à Tahiti. Les goélettes comme le Taporowit et le Nukuhau, qui font des rotations une fois par mois dans les Gambiers et Tuamotu Sud, sont essentielles pour les professionnels de ces îles éloignées. L'essence qui fait tourner les bateaux, les machines, les groupes électrogènes et ce qui est de plus important. Ils apportent aussi des fruits et légumes frais, des produits surgelés, des matériaux de construction, du petit mobilier et du mobilier moins petit. Aujourd'hui, Reimana, notre greffeur, reçoit son nouveau bateau. Peu importe que ce soit le week-end ou un jour férié comme ce lundi, il faut être là pour réceptionner son matériel. Parfois, si on est malchanceux, les deux bateaux arrivent en même temps. Et on a des affaires à récupérer dans les deux. Le quai est trop petit pour 2 débarquements simultanés. Alors il faut attendre que l'un ait fini pour récupérer ses affaires dans l'autre. Ce jour-là, nous sommes arrivés à 9h du matin pour déposer les nacres. Moana, Junior et moi avons dû attendre jusqu'à minuit pour recevoir l'essence avant de rentrer tout doucement au motu à la lumière de la lune. Avec les 8 fûts que nous transportions, j'avais au moins le réconfort que nous n'allions pas manquer d'essence. Je suis resté sur l'île pendant 3 mois, durant lesquels j'ai réalisé ce documentaire, un reportage photo, mais j'ai aussi travaillé. Au début, c'était difficile. J'étais moins rapide et moins endurant que n'importe quel employé. J'avais des doutes quant à ma place dans la ferme. Je me posais aussi des questions sur le projet. Je me demandais pendant combien d'années encore je devais réaliser ce genre de projet avant de pouvoir finalement en vivre. Et est-ce qu'à ce moment-là, j'aimerais toujours faire des images ? Je donne tout mon respect aux travailleurs qui se consacrent à ce métier, parfois depuis plusieurs décennies. Ils vivent loin du confort de Tahiti, réalisent un boulot physique. Certains n'ont pas vu leur famille ou leurs enfants à cause de l'éloignement depuis plusieurs années. Leur expérience donne souvent l'impression erronée que le travail est facile. En étant au plus près d'eux, en partageant leur quotidien pendant un certain temps, en les écoutant parler de leur futur, de leurs problèmes, j'ai bien pu voir que non. Ici, on me voit à gauche avec Veitiare, en train de fixer les nacres greffées sur un grillage. Ces grillages vont être stockés par Jaco et resteront dans l'eau pendant plus d'1 an avant d'être récoltés.
Je ne me suis pas vraiment amélioré sur cette partie-là, et le contraste entre ce que je fais et ce que Veitiari fait est flagrant. Non, juste à côté. Non. Comme ça? Je ne comprenais pas du tout comment faire les nœuds. C'est possible que quelques supports de nacre gisent au fond de l'océan à cause de ça. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi stupide que quand je demandais à Junior comment faire un nœud, alors qu'il me l'avait déjà expliqué une dizaine de fois, au moins. Petit à petit, j'ai fini par comprendre, et je trouve que je me suis bien amélioré ici. Là, on est en train de stocker les nacres qui ont été achetées à un autre producteur. J'étais arrivé à la ferme il y a peu. On peut voir que je mets à peu près 50 secondes pour un kangaroo. Et en plus, je suis fatigué après. La seconde séquence a été filmée vers la fin de mon séjour. On voit que je suis beaucoup plus rapide puisque j'aurais stocké 3 grillages en moins de temps que le stockage d'un seul kangaroo quand j'ai commencé. Il est vrai que sur la première séquence, le support était plus lourd, mais sur la deuxième, la mer est houleuse. Et cela complique le travail. La corde bouge et il faut constamment ajuster sa posture. C'est comme essayer de faire ses lacets quand on a pris un peu trop de bière. Ces grillages-là ont déjà été greffés il y a plus d'1 an. Ils viennent tout juste d'être lavés et on les stocke pour que leurs perles soient récoltées demain matin à la première heure. J'ai aussi fait beaucoup de koruri, la tâche la plus dispensable de la ferme. Ça me paraissait impossible de faire ça à la même vitesse que les autres. Je n'y arrivais pas et j'avais pas vraiment envie d'y arriver. Mais à force de répétition, à force de le faire des centaines de fois, j'ai fini par comprendre ce que je devais faire. Dans ma tête, j'essayais d'être plus rapide que les autres. Avec ma main droite, j'enlève tout ce qui n'est pas comestible et qui sera donné aux poissons plus tard. Ce qui reste sur ma main gauche est donc le koruri qui reste fixé sur la nacre. Cette vidéo aussi a été prise au début de mon séjour, et celle-ci vers la fin. Avant de séparer le koruri, je vérifie qu'il n'y a pas de keshi ou de petites perles dans la poche perlière. Ici, on voit que je trouve quelque chose, sûrement un grain de sable qui a été recouvert de nacre. De nouveau, ma productivité a été multipliée par 3 ou 4 en l'espace de quelques semaines. J'ai utilisé ce nouvel endroit pour découvrir le milieu de la perle, mais aussi pour me redécouvrir. J'ai utilisé ce nouveau cadre pour me créer ou renforcer des habitudes positives, comme me réveiller tôt, travailler sur mes images et faire du sport en espérant faciliter mon travail dans le futur. Il n'y avait pas d'eau chaude et les journées de travail étaient souvent épuisantes. En vivant là-bas, c'est un peu comme si on remontait le temps. Avant une partie du confort de la vie moderne, avant l'internet rapide, les magasins partout, l'eau courante et potable, Beyoncé. Mais aussi revenir à une époque où les communautés étaient trop petites pour ne pas dire bonjour à ses voisins. Ça me fait un peu penser aux histoires que me racontait mon père de son enfance dans un village de Huahine. Quand on n'a pas la télé, on ne voit pas qu'il y a des guerres tous les jours. Quand on n'a pas Instagram, on ne se compare pas à ces gens qui ont des vies incroyablement remplies de succès, tout du moins en apparence. Ça ne change pas le fait qu'il y ait des guerres ou qu'il y ait des gens qui réussissent mieux que nous. Mais on passe moins de temps à penser à ça et on a plus d'espace pour soi-même, pour son travail important, pour apprécier un bon repas à la fin de la journée, un café chaud le matin, lire ce qui élève le corps et l'esprit, être en communion avec les éléments. Ce sont ces instants de poésie que je garderai gravés dans mon cœur.
ça montrer la combattance des gens de Mariva. C'est le nez tourné. Ça filme là? Ok, ça filme. Ok, celui qui a le plus de poissons a gagné. On va aller pêcher là, pêcher. Regardez les poissons. S'il y a un SP, il y a un fiche. On peut mettre dans l'eau, hein, mon frère. On va pas tous se pencher à droite, hein. Ah, je sais peut-être de l'autre côté. Voilà. Ah oui, c'est encore moi, le tout, ce qui fait un update de la situation. Alors là, malheureusement, toujours pas de poisson. Et en plus de ça, j'ai cassé ma ligne. Voilà, c'est pas possible. Cassé. Et Maxime continue à pêcher, il a attrapé un requin, mais il s'est sauvé. Et c'était gros quoi. Voilà, peut-être là. Ah. So. En attendant, il y a aussi la pluie, un autre phénomène qui nous arrive dessus. La pluie, tornade. J'espère que c'est pas trop fort. En tout cas, là, le vent il se lève, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous m'entendez. Parce que là, il y a beaucoup de vent. Et puis, bon, voilà quoi. Moi, je vais essayer de tenir le coup. Et je deviens avec vous. Ah, c'est ça mon truc. Non, ça commence. Il a le requin, il est là. Il est là. Putain, il a pris la mission. Le requin, il est parti là. Et il a pris, il a tout cassé, c'est là. Bon. Voilà quoi, casser les lignes. Et en plus de ça, il y a, regarde les vagues. Regarde les vagues. Regarde les vagues. Qui arrivent mon pote. Et en plus, il y a la tornade qui arrive. Parfois, il suffit de retirer des choses et on arrive à mieux discerner ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Un jour, j'ai demandé à l'une des employées si elle était heureuse ici et elle s'est arrêtée un instant pour réfléchir avant de me répondre. Mais je dirais pas vraiment qu'on est heureux ici en fait. Je dirais plutôt on est bien. J'ai été surpris par cette réponse et je me dis que je devrais peut-être chercher aussi à être bien plutôt que de courir après le bonheur. La plupart des bijoux viennent de la terre. Ce n'est pas le cas des perles. Les perles viennent de l'océan. Un lot de perles reflète la lumière, mais il peut aussi refléter un savoir-faire, de l'attention aux détails et même un peu d'obsession. Je ne dirais pas qu'en 3 mois ma vie a complètement changé et que je suis devenu le meilleur employé de la ferme. Quoique, le débat reste ouvert. Mais en tout cas, j'en ressors enrichi. Même si mon aventure au Gambier s'achève, ce n'est pas impossible que les habitants de Rikitea me revoient si jamais un jour je devais me cacher du monde extérieur.